On démarre. On va essayer de tenir le planning cet après-midi, mieux que ce matin. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on va passer sur une thématique un peu plus médicale ou paramédicale. J'ai demandé à Geoffrey de venir nous présenter ce que le foot et la belle institution de Clairefontaine proposent dans le cadre bien spécifique du retour au terrain après une blessure sur les ligaments croisés, qui est quelque chose qui nous concerne nous aussi avec nos publics de basketteurs. Et en plus, pour que ça soit vraiment parfait, à Clairefontaine, Geoffrey travaille de plus en plus avec des basketteurs qui viennent travailler dans le cadre de ce protocole-là. Et on en discutait un peu. Peut-être qu'on réussira à trouver un terrain d'entente entre les deux fédérations pour qu'on puisse travailler conjointement avec eux, puisque vous allez voir, le travail est déjà bien avancé de leur côté. Donc, Geoffrey, merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne refais pas le discours sur les interventions, les questions, etc. Je vous laisse profiter de l'intervention. Je te remercie, Julien. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être... Tout le monde m'entend bien ? Un petit peu dynamique, puisque début d'après-midi, il fait chaud. On va parler un peu de réathlé. Je vais essayer de perdre le moins de personnes possible. Donc, moi, c'est Geoffrey. Je suis responsable de la réathlétisation au centre médical de Clairefontaine. Donc, on est le centre fédéral de la FFF. Je suis passé à l'INSEP 2013-2014 à la cellule réathlé. Il y a maintenant Anne-Laure, Sabine, etc. Voilà, nous, je vais vous présenter. Alors, surtout, n'hésitez pas à me couper. Vous avez une question, plutôt que de la garder peut-être à la fin, n'hésitez pas à me couper, parce que des fois, on va passer les diapos, et voilà, surtout, vous levez la main, et on en discute. La demande était voilà, de vous montrer un petit peu notre façon de faire. Donc, ça reste la façon de bosser de Clairefontaine, notre vision du retour au jeu. On en parlera surtout du retour à la performance. On va attaquer. Ou pas. Ou pas. Ah. Alors, déjà en intro, donc je vous présente très rapidement notre centre. Alors, la vidéo date un petit peu, il y a eu le Covid entre-temps. Donc nous, on est un centre fédéral, donc on appartient à la FFF. On accueille à 90% du footballeur professionnel et de la footballeuse professionnelle. Le reste des 10%, c'est du basket pro, du rugby pro, de l'athlé. On a beaucoup de danseurs d'opéra, pas mal de cavaliers aussi, donc ça nous change un petit peu de nos footballeurs qu'on a un peu toute l'année. Donc on a plusieurs missions, on a une partie rééducation, réathlétisation. Donc en fait, dans la même salle, au sein du centre, donc moi je suis préparateur physique, on est deux prépas spécifiques réathlés. On est avec 6 kinés et 3 docs. En plus, on a des vacataires, notamment le mercredi, on a un psy du sport, un podo et une diète. Donc une des grosses spécificités chez nous, c'est qu'on bosse tous ensemble. On a un bureau commun, kiné, prépa. On a une salle de travail commune à tout le monde. Après, bon, bien sûr, on a tous les extérieurs, gymnase, terrain de foot, etc. pour la partie un peu plus spécifique, réathlé, fin de réathlé, on va dire. Mais voilà, vraiment, la grosse spé chez nous, et comme vous pouvez le voir sur la petite photo en bas, là, il y a un doc, là, il y a mes kinés, et moi, je suis au milieu dans la salle de soins. C'est-à-dire que la première chose qui est mise en avant dans nos prises en charge, et on le souligne, parce que ce soit en club, en sélection, en centre, en pôle, le plus important, c'est d'essayer de créer une équipe soudée, mais pas autour d'un seul métier, autour de plusieurs. Clairement, moi, en réathlé, si le joueur il n'arrive pas avec un gros travail de mes kinés avant, je ne vais pas faire de la magie non plus. Et inversement, c'est-à-dire que si les kinés font un super boulot et que je ne viens pas essayer de finaliser le travail, il va y avoir un chaînon manquant dans la prise en charge. Donc voilà, on insiste vraiment sur le fait que c'est très important de bosser ensemble. Donc on a une grosse partie sur la rééduc, la réathlée. On a aussi les pôles, le pôle France féminin et le pôle jeune, vous connaissez l'INF Clairefontaine chez les garçons, donc c'est les plus petits, 13-15 ans. Ils sont internes, donc on les a, ça fait
45 garçons, 25 filles. À partir de l'année prochaine, il y aura 50 filles. Donc ça fait 100 jeunes à suivre sur le... Donc nous, on les voit que en prévention et que quand ils sont blessés. Voilà, c'est tous les soirs une bonne partie de notre job. Comment ça se passe? Nous, les joueurs, ils viennent. Tout le monde connaît Cap-Breton. Nous, c'est le même système, sauf que on est plein à 12 sportifs. C'est-à-dire que s'il y a 5 kinés et les 2 prépas, on ne prendra jamais plus de 12 sportifs. On considère qu'à partir de 3 sportifs par kiné et les 2 prépas qui se surajoutent sur l'ensemble, on ne fait plus du travail qualitatif pour le haut niveau. Et encore plus quand ils sont blessés. Donc nous, on reste entre guillemets une petite structure, on ne prendra jamais plus de 12 joueurs. Par contre, on essaie de faire de l'individualisation au max. On a la chance, c'est qu'on a des patrons à la FFF qui ne nous demandent pas question de rentabilité. Donc nous, ce qui les intéresse, c'est entre guillemets faire du qualitatif. Donc c'est un vrai confort de travail. Et après les joueurs, en règle générale, ils restent donc sur la journée, en gros 9, 12h30, 14h, 17h30. Après il y a les temps de sieste, de récup aménagés, etc. Il n'y a pas, tu passes la matinée avec le kiné, le prépa, bref, ça passe du kiné, c'est les soins sur table, à renfoba avec le prépa ou renfoba prépa plus kiné, parce que souvent on prend les séances à 2 en fonction des périodes, enfin bref, ça passe de l'un à l'autre. Les joueurs, ils peuvent rester 6 mois chez nous sur un croisé, comme en général on bosse avec pas mal de clubs où ils font des allers-retours sur 3-4 semaines. Ils viennent chez nous 3-4 semaines, ils retournent au club 3 semaines, ils reviennent chez nous 3-4 semaines, ils retournent au club, ainsi de suite. Avec beaucoup de clubs, on fonctionne comme ça. Voilà un petit peu. Et dans les points importants, beaucoup d'échanges de manière chronique. C'est-à-dire que tous les jeudis, on a un staff. Et dans le staff, doc, prépa, kiné, on fait le retour du travail qu'on a mis en place sur la semaine, les observations, et on se met d'accord sur une stratégie commune. Sachant que le doc reste toujours le boss sur le décisionnaire, avec toutes les infos des kinés et des prépas. Mais ça reste lui qui choisit en tout cas et qui prend la décision sur nos prises en charge. Donc sur l'intervention de cet après-midi, je vais vous montrer un petit peu notre démarche, la démarche qu'on a mis en place pour créer notre batterie de test RTP. On a fait une étude, on va dire, un petit peu approfondie de l'état de la littérature sur les facteurs de performance en football, les blessures, tout ce qui est lié au déconditionnement lié à la blessure, mais surtout ici, en l'occurrence, à la rupture du ligament croisé. Et après, ce qu'on a mis en place en termes de batterie RTP. Et vous verrez sur une deuxième partie, on a fait le même type de travail, mais par rapport aux basketteurs, puisqu'on a de plus en plus de basketteurs post-LCA. Sur l'année qui vient de passer, on a eu entre 11 ou 12 basketteurs pro différents, pas forcément du LCA, mais globalement 11 à 12 joueurs pro sur l'année qui vient de passer. D'abord, on s'est penché sur la littérature sur tout ce qui est facteur de risque de LCA. Bon, vous ouvrez PubMed ou Scopus ou ce que vous voulez, et des études, il y en a des milliers sur le LCA, et des facteurs de risque de blessure extrinsèques, qu'on gère un petit peu moins, et intrinsèques, surtout ce qui nous intéresse. Voilà, il y en a plein. On ne va pas tous les énumérer, mais ils sont très très nombreux. Ça veut dire que, c'est là où c'est intéressant, ça veut dire que nous, en tant que, quand je dis nous, c'est doc, kiné, prépa, toute notre cellule, on a un paquet d'items sur lesquels on va pouvoir essayer d'intervenir. Okay, je dis bien essayer, parce que quel que soit le travail qu'on va fournir, on n'est jamais sûr qu'à la reprise, ça ne va pas répéter. D'accord ? Ça peut arriver, voilà, c'est le métier. Après, le but, c'est d'essayer de faire le maximum pour limiter ce risque et en tout cas tout mettre en place pour pas que ça arrive. Donc ça, c'est tous les facteurs au niveau biomécanique, neuromusculaire, anat, hormonal. Et après, extrêmement important, mais souvent vraiment bien mis en avant, notamment ces dernières années, c'est l'aspect psychologique, notamment pour la récidive. On a continué notre travail de littérature en regardant un petit peu ce qui se passait en termes de blessures chez nos footballeurs professionnels, donc notamment en Europe. Et la première conclusion, c'est que l'incidence de blessures depuis 10-15 ans, ça reste la même. Alors, en fonction des auteurs, ils vont vous dire ça reste le même niveau de blessure
Mais il y a de plus en plus de matchs, il y a de plus en plus d'intensité, donc le travail de prévention, il compense. Il y en a d'autres qui disent que le travail de prévention, il n'est pas assez efficace, parce qu'il n'y a pas de baisse de l'incidence de blessures. Voilà, ça se confronte un petit peu. On est sur un risque de rechute entre 6 et 10% sur le post-LCA à 3 ans. Ok, donc 3 ans post-opératoire. Et on a quand même un niveau de retour au même niveau pré-op autour des 63%. Alors ça diffère un petit peu. Il y a un Suédois qui dit on est plus à 95% en Europe. Et ce chiffre-là de 63 plutôt en MLS aux États-Unis. Bon, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Une chose est sûre, alors je ne connais pas assez les clubs de basket pour parler sur le basket sur ce sujet-là, mais nous, le gros mot M-A-U-X, du football, c'est le sous-entraînement. Les joueurs pros, ils sont sous-entraînés. En gros, au club, ils font... Alors, c'est pas pour tous les clubs, mais une bonne majorité de clubs, ils ne s'entraînent pas assez. On travaille donc pas que avec les Français, on travaille beaucoup avec les Anglais, avec les Italiens, avec les Espagnols, bref. Et des fois, on a des joueurs qui viennent de gros clubs anglais, vraiment de gros clubs anglais, et puis en fait, ils jouent 2 fois par semaine. Donc lundi, ils s'entraînent, mais pas trop, parce que mercredi, il y a un match. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des DOMS le mercredi. Le mardi, on y va tranquille, parce que le lendemain, il y a match. Mercredi, il y a match. Jeudi, c'est le lendemain de match, donc repos. Vendredi, doucement, parce qu'il peut y avoir les DOMS du match du mercredi, et puis on est à J-1 ou J-2 du deuxième match. Ce qui fait qu'en fait, les gars, sur la saison, ils ne s'entraînent plus. Ils ne s'entraînent plus, ils sont sous-entraînés. Et puis je vous passe le fait que souvent, les muscu, notamment le renfort des membres inf, c'est optionnel. Donc voilà, ça peut vite glisser sur le sous-entraînement. Et quand on voit ça chez les blessés, on a encore un exemple cette semaine, on reçoit le doc Excel du travail d'un des joueurs qui est parti de chez nous, qui a fait une semaine au club, qui revient. Mais bon, il y a 6 heures d'entraînement sur 9 jours. Mais dans les 6 heures, il doit y avoir à peu près 1h10 de travail énergétique. Le gars va reprendre le terrain avec nous dès la semaine prochaine. Bon, vous savez qu'il y a un déconditionnement quasiment chronique qui a été mis en place. Et on a des sportifs de haut niveau qui arrivent quasiment avec des niveaux de sédentaires. On a vu des joueurs arriver avec on va dire, parlant terrain sans trop de physiologie, avec des seuils autour de 9,5. Ça veut dire que dès que vous êtes en footing, il y a un déséquilibre énergétique qui se met en place. Voilà. Pour nous, c'est clairement, s'il n'y a pas de baisse du nombre de blessures, de l'incidence des blessures, c'est parce que la majorité du temps, ils sont sous-entraînés. Et ce matin, donc, on a largement parlé de l'impact des sprints et de l'entraînement en sprint sur la prévention des blessures. On va dire un club sur 2, il ne faut jamais 30 mètres, 40 mètres à l'entraînement. Alors que là, par rapport au basket ou au hand, au foot, on a des courses qui sont longues. Pas forcément à vitesse max, mais ça peut arriver. Mais on a des courses qui sont longues. Et des 30, 40 mètres, voire des fois sur des retours de corner 70 mètres, ça peut arriver. Et on a des joueurs qui montent à 36, 37 km/h en Vmax. Donc c'est des hauts niveaux de vitesse. Et là, forcément, le travail de sprint à l'entraînement, il est prépondérant dans la prévention. Donc voilà, chez nous, c'est un vrai point noir, le sous-entraînement. Ça viendra, il y a de plus en plus de clubs qui commencent à bosser un petit peu plus. Nous, clairement, à Clairefontaine, ça vous fait plaisir quand il y a les rugbyman, certains basketteurs, parce qu'en termes de charge de travail, ça envoie un peu plus, et du coup, les autres, ils se disent « Waouh, tu fais ça toute l'année ?» Ouais, tu vois, ça se passe bien, ok, bon. Après, par contre, c'est vraiment quelque chose de culturel, parce que le footballeur en lui-même, on a beaucoup d'athlètes avec des énormes potentiels athlétiques. C'est-à-dire que dès que vous commencez à bosser, les gars, ils vont très vite. Au niveau aéro, c'est très costaud. En termes d'explosivité, on est très bien, notamment sur les RFD. Donc c'est vraiment plus culturel que vraiment le sport en lui-même. En termes de... Ouais, excuse-moi. Ouais. Je disais que tu viens de parler de RFD et j'avais une question aussi par rapport au développement de la force dans le football. Est-ce que tu as des valeurs à nous donner par rapport à ça et sur quel type d'outils est-ce que vous travaillez notamment pour avoir et les valeurs de RFD ou de DSI ou des choses comme ça, s'il te plaît? On travaille beaucoup avec les plateformes de force 3D. Okay. Donc nous, c'est Kissler chez nous.
Après, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Tu verras dans la partie RTP. Je ne veux pas trop spoiler. Ça marche. Plateforme de force, beaucoup de CMJ, notamment unipodal. CMJ unipodal, beaucoup sur les plateformes. On se base là-dessus en tout cas sur le retour de blessure. Ok, et donc tu as parlé, on sait que le développement de la force dépend essentiellement aussi beaucoup de la culture du sport dans laquelle on essaie de le mettre en place. Ne penses-tu pas justement qu'une acculturation, bon, tu as quand même répondu un peu à cette question, autour justement du travail de la force, qui est quand même le fondement en tout cas du mouvement, serait en tout cas une bonne façon de pouvoir baisser Mais tu as répondu en partie à la question. Ouais, je n'ai même pas besoin de répondre, Okay. Tout est dans la question. Yes. Clairement, c'est à la louche, mais un joueur sur deux que je récupère en réathlé, c'est des joueurs pros. Il y en a qui ont fait 10-15 ans. L'année dernière, j'en ai eu un, 13 ans de Ligue 1. Il n'avait jamais fait d'haltéro de sa vie et jamais de travail intrinsèque du pied. On est dans un sport, tout vient du pied. Enfin, tout, on s'entend. Mais on manipule le ballon avec le pied, on accélère, on fait des changements de direction, on jump, etc. Et le gars, il n'avait jamais fait d'intrinsèque de pied. C'est incroyable. Par contre, ça, c'est en train de vraiment changer. Il y a une nouvelle génération un peu dans les centres de formation, de prépa et de kiné, qui poussent un petit peu ensemble. Et vraiment, là, au niveau culture, ça commence à monter. Mais l'haltéro, quand je dis aux blessés, allez, on va faire de l'arraché. Alors, on va reprendre un bâton, on va faire de l'arraché d'abord, tranquillement, et puis après, on va commencer à bosser un petit peu pour développer. Mais oui, on a un vrai manque de culture athlétique là-dessus. Mais ça va venir, c'est en train de venir, et forcément, là, on va avoir une vraie baisse. C'est obligé. Et encore, la semaine dernière, on a un joueur il vient pour une pubalgie, il fait un travail intrinsèque du pied, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Il dit, c'est un truc de ouf, ça fait 15 ans que je fais du foot, j'ai jamais fait ça, ils sont bizarres vos exos. Non, c'est juste que nous c'est normal, c'est juste que si tu es dans un moule où on t'a jamais appris à faire ça, tu risques pas de l'apprendre. Donc forcément, après ça rejoint toutes les... Anne-Laure Morini, Christophe Keller, Sabine est dedans, tout ce qui est athlétisation préventive, toute cette notion-là, elle est primordiale. Et un de nos leitmotifs, c'est avant d'être footballeur, ce serait bien qu'ils soient un petit peu athlètes. Et c'est ce qu'on essaie d'avoir avec nos jeunes, que ce soit le PFF, elles sont un peu plus grandes, mais l'INF, c'est que honnêtement, la réathlée avec les jeunes, des fois, on se dit, si on faisait rien, ça serait pareil. Une petite lésion musculaire, des fois, tu te dis, allez, tu prends un réathlé une semaine. En vrai, si tu faisais rien, ça serait pareil. Par contre, dans les séances et dans les prises en charge, on essaie de leur inculquer certaines choses. Comment je réceptionne un saut, comment je me place sur les exercices en musculation, comment je fais du travail d'intrinsèque de pied, comment je mets en place mes routines de prévention avant le début de l'entraînement, avant de mettre mes chaussures de foot, des petites choses comme ça. Donc, si on peut être un peu un athlète avant d'être basketteur, handballeur, rugbyman, footballeur, forcément on réussira à impacter un petit peu ces chiffres d'incidence de blessures. Mais c'est long, c'est de la culture, ça prend du temps. Du coup, les incidences, ça ne vous intéresse pas forcément. En termes de contexte de blessure, nous, sur les LSA au football, on a 72% de nos croisés qui sont sans contact et 28% en contact. Et ce matin, derrière moi, j'entendais, je ne sais plus qui, parler du fait que peut-être qu'ils se blessaient plus en attaque, l'Atlético Madrid ou le Barça. Je ne sais plus qui c'était qui parlait de ça derrière moi. Au football, on a 3 croisés sur 4, c'est en situation de défense. Apparemment, dont un quart sur pressing, on en parlera tout à l'heure, mais le côté incertitude et crise de temps pour le contrôle neuromoteur, notamment du valgus de genou, est prépondérant dans les phases de défense. Et il y a eu des études aux États-Unis sur la WNBA où ils parlaient du fait que les filles en situation de défense étaient beaucoup plus à risque de croiser qu'en situation d'attaque par le fait qu'il fallait contrôler sa posture et prendre l'information sur le ballon, mais aussi le déplacement des adversaires et des partenaires. Et on a une petite différence, nous, c'est les garçons, ils sont plus blessés sur leurs jambes de frappe et les filles plus sur les jambes d'appui. Une fois qu'on a fait la partie blessure, on s'intéresse à tout ce qui est facteur de perf et puis surtout sollicitation de match. Okay, donc ça, c'est les sollicitations qu'on a en Europe. Alors au foot, on a de la chance, les GPS passent bien sur le terrain, donc on a énormément d'études. En gros, on sait qu'un match est entre 8,5 et 13 km parcourus. On a des changements d'allure tous les 3 à 6 secondes et on a entre 150 et 250 efforts brefs
et intense. Donc là, clairement, comme dans la grande majorité des sports co, le facteur performance, c'est l'explo. Au football, voilà. Sprint droit 45% et sauts verticaux, c'est les actions les plus fréquentes sur les buts. Donc ça veut dire que c'est les actions qui font la différence. Donc c'est l'effort max, intensité max et effort très court. Le gros facteur de performance au haut niveau, c'est la capacité à réitérer tous ces efforts à intensité maximale au fur et à mesure du match. Alors ce matin, je n'étais pas forcément d'accord, mais on a parlé attention au côté aérobie. Alors il y a aérobie et aérobie. Il y a aérobie, je reste 1 heure en footing, et il y a la partie aérobie, ce qu'on appelle le pouvoir oxydatif du muscle, c'est-à-dire la capacité par la voie oxydative, qui est la voie aérobie, à fournir et refournir de l'ATP et du PCR, surtout du PCR, en continu à l'athlète pour qu'il puisse réitérer ses sprints. Et c'est là où la voie aérobie elle est extrêmement importante pour les sports co. D'accord ? Donc ça, vraiment, ça me tient à cœur. Voilà, il y a aérobie et aérobie, mais le pouvoir oxydatif du muscle. Il ne faut surtout pas oublier qu'en énergétique, les 3 filières, elles ne sont pas séparées. Elles fonctionnent les 3 en même temps. Il y a des dominances, il y en a une qui prend la main, mais les 3 fonctionnent. Et il y a vraiment des liens d'interdépendance entre les 3. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Et dernièrement, ils sont bien appuyés dessus au niveau littérature, notamment au foot, sur la corrélation entre performance au RSA, VO2 max et retour de blessure chez le footballeur. Et forcément, ceux qui avaient un pouvoir oxydatif très haut, c'est-à-dire une capacité à faire un RSA, donc répétition de sprint avec moins de 30 secondes de récup, en gardant des hautes performances, avaient moins de risques de blessure et avaient les plus hauts niveaux de VO2 max. En termes de football, nous, les contraintes de la discipline, beaucoup d'accélération, beaucoup de freinage, changement de direction, pivot, saut, réception, double tâche, impact, duel, ok, un petit peu moins dur sur l'homme que vous les basketteurs, mais il y a quand même des gros impacts, beaucoup de prise d'informations, et du coup tout ça, ça se traduit en termes de biomécanique par des GRF, donc de la force de réaction au sol qui s'applique au niveau articulaire, des forces de cisaillement, donc du tiroir antérieur, du tiroir postérieur, et aussi énormément de rotation sur nos appuis. Ouais, on ne fait pas un cours de physio, mais pour moi, c'est primordial de remettre un petit peu quelques notions de déconditionnement. Parce que encore trop souvent, dans les esprits, il y a une blessure, notamment une longue blessure comme le croisé. Le prépa, il sera revu à 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on est loin de la compète, donc la partie énergétique, on l'oublie, etc. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, les kinés sont aussi formés un petit peu plus sensibilisés au côté énergétique, donc nous aident pour la prise en charge précoce des blessés sur ce domaine. Mais voilà, dès le début, dès que vous avez laissé un peu les phénomènes inflammatoires passer 3, 5, 7 jours en fonction des joueurs, on peut y aller au niveau énergétique. Bien sûr, on est sur du haut du corps, on va essayer de limiter la casse, mais c'est extrêmement important. Donc, quand il y a blessure, quand il y a arrêt de l'entraînement, voilà, on a les stockages, l'utilisation du glycogène, le transport, le stockage qui diminue en flèche. Okay, tout ce qui est endurance de force, voilà, ça devient vraiment très très compliqué. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Celui-là, vous le connaissez tous, hein. C'est un schéma extrêmement connu qui vous montre toutes les pertes que vous avez en termes de VO2 max, en termes de VES, ainsi de suite, en fonction du temps. Donc vous voyez que très rapidement, vous perdez. Quand vous êtes sur des sportifs de haut niveau, perdre 10-15% de VO2 max en 2 semaines, perso, ça pique un peu. Moi, je suis footballeur, maintenant je fais du triathlon. Quand je vois ce qu'il faut s'envoyer pour gagner 5-6% de VO2 à l'entraînement, et que si tu es blessé, en 2 semaines, tu en as perdu 15-20, ça pique un peu. Donc chez les sportifs professionnels, c'est pareil. Et d'un point de vue beaucoup plus spécifique, on sait que la rupture du LCA, elle engendre énormément de désadaptation, notamment neuro. On a une vraie baisse de l'excitabilité corticale, on a une déficience de l'arc réflexe, donc entre l'ischio et le croisé, on a des pertes d'efficience motrice, on a des inhibitions qui se mettent en place au niveau cortical. Okay, donc c'est primordial d'agir sur tout ça. Et plus qu'agir, c'est une fois qu'on aura fini notre prise en charge, c'est aussi de l'évaluer. Parce qu'on ne peut pas laisser un joueur repartir avec des inhibitions motrices, même si des fois,
vous arriverez avec des niveaux de force qui seront de bonne qualité, mais le contrôle neuromoteur ou l'automatisation du geste sera pas imprimé. Donc ça, vous verrez, c'est très important. Donc une fois qu'on a fait ce travail, un petit peu rébarbatif mais nécessaire sur toute la revue de littérature, nos objectifs sont lesquels? C'est-à-dire qu'on prend nos joueurs, on les ramène au jeu, et maintenant il faut objectiver un petit peu tout ce qu'on a fait et être capable de prendre un peu de temps pour mettre en place une photographie, on va dire, du joueur au moment de la reprise. Alors vous allez voir les vidéos, c'est fait exprès, il n'y a pas toujours de la bonne qualité en termes de contrôle neuromoteur, notamment de réalisation. Voilà, c'est la réalité de ce qu'on voit sur des joueurs, soit de football, soit de basket après, qui vont reprendre l'entraînement, qui sont censés reprendre l'entraînement, mais chez qui il y a encore pas mal de choses à bosser. Donc nous, le but, c'est d'objectiver un petit peu tout ça. Et on part du principe, et il y a 2-3 études, on en parlera tout à l'heure, qui ont appuyé ça. On parle du principe que retourner au jeu, ok, mais c'est plus intéressant, c'est de revenir à la performance. C'est-à-dire que pour nous, juste dire aux joueurs, tu retournes au jeu, mais tu as encore beaucoup de boulot de prépa pour retrouver être performant à nouveau, c'est pas suffisant pour nous. Parce qu'on va mettre le joueur à l'entraînement en crise de temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas retrouvé un niveau d'explosivité de bonne qualité, un niveau énergétique de bonne qualité, voilà, vous avez tous fait du sport co, vous allez être en retard sur toutes vos courses, sur tous vos duels. Quand vous êtes en retard, on est en crise de temps. Techniquement, c'est moins bon, le contrôle neuromoteur, il est moins bon, on se fatigue plus. Psychologiquement, vous êtes moins bon, donc vous commencez à creuser. Et là, le risque de blessure, il explose. Et si vous ne vous blessez pas, le retour à la compétition et à la performance, il se décale largement dans le temps. Alors un petit bémol, tout ce qu'on a mis là, enfin tout le travail qu'on a mis en place sur le RTP, il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire clairement la qualité technico-tactique du joueur. Voilà, on essaie de la faciliter par un retour physio et énergétique de bon niveau. Mais la vitesse gestuelle, le contrôle passe, le placement, la prise de décision et de la bonne décision, forcément, c'est des facteurs limitatifs de nos prises en charge et de nos évaluations. Avant notre RTP, on a une blessure. En gros, on a 6 grosses phases. Vous pouvez les retrouver sur Internet. On a fait un petit guideline avec l'équipe. Sur une prise en charge croisée, voilà, juste avec les grandes lignes, avec différentes phases, la phase post-op, et à chaque fois, nous, on s'est amusé à mettre des petits pourcentages de travail kiné, prépa, pour montrer un petit peu que dès le début, les deux sont ensemble, et puis après, ça change légèrement en fonction de la période et des objectifs. Donc on a une vraie phase post-opératoire, on ne va pas venir dessus, ce n'est pas le sujet du jour. Une phase à dominante rééduque, on va être plus sur du fonctionnel, le retour aux amplitudes de travail et au musculaire. Une vraie phase d'intensification de la rééduque, et dedans il y a le début de la reprise de course notamment. Et puis après, petit à petit, on va glisser sur la partie dominante réathlée. On essaie déjà de gommer des déficits musculaires et de retrouver des vrais niveaux de qualité musculaire, que ce soit de la force max, de l'endurance musculaire, que ce soit de l'AP max ou de la qualité de pliométrie. Forcément, ça dépend des gens que vous avez en face de vous. Vous faites rarement la même prise en charge d'un sportif à l'autre, ça ne réagit pas pareil. Donc forcément, ça sera au contexte ce qu'on va bosser. Et après, on va glisser sur une phase de réathlée dominante. Et la dernière phase, qui est très souvent oubliée, c'est la phase de réentraînement. Alors nous, on ne la gère pas, parce que Clairefontaine, on est un centre médical fédéral, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas au centre du club. Donc le réentraînement, c'est le club qui le gère. Mais le réentraînement, il est fondamental. C'est-à-dire que c'est une phase dans laquelle votre joueur, il est apte à rejouer, mais c'est pas du on-off, c'est pas binaire. C'est pas OK, c'est bon, tac, tu retournes à l'entraînement normal. Non, il y a une phase de reconditionnement à l'entraînement. En réathlée, moi, je peux faire tout ce que je veux avant de recréer du stress cognitif d'un jeu réduit 5-5, 6-6 ou d'un 11-11 avec des joueurs qui sont
au taquet de leur forme, un coach qui est derrière en train de regarder ce que tu vaux, parce que des fois tu t'es blessé entre-temps, même si tu étais le capitaine, c'est plus le même coach. Et quand tu reviens, bah, ta place sur le terrain, elle est pas sûre. Donc forcément, c'est une dose de stress. Si on te lance du jour au lendemain sur 1h30, 2 heures d'entraînement comme ça toute la semaine, au bout de 3 semaines, ça va être compliqué. Donc, la phase de rentraînement, elle est primordiale. Quel que soit le niveau, voilà, et quelle que soit la blessure, vous ne pouvez pas revenir et vous entraîner normalement dès le début. Il faut forcément adapter, aménager. Après, le souci, la limite, c'est tout le monde n'a pas un coach ou une coach qui accepte ça, qui disent « Ok, je te le prends, mais par contre, il me fait une période de jeu réduit sur 2, la deuxième, il sort, il fait un peu de prévention avec toi. » Ou « Ok, il fait 1 heure de séance, la dernière demi-heure, il saute. » Ou « Ok, il est joker. » Personne ne vient au duel contact avec lui sur le jeu réduit, où il a droit à 3 touches de balle au lieu de 2, pour pas qu'il soit en crise de temps pour le sécuriser. Tous les coachs ne sont pas capables de le faire. Ou quand ils sont capables, ils n'ont pas forcément toujours la possibilité, parce que on est dans le sport de haut niveau et qu'à un moment donné, il y a le diarlo et les actionnaires, il faut des résultats. Et si vous avez un match important le week-end, le coach, il sait que le joueur ne va pas jouer le week-end, il va dire « Ok, tu vas avec la réserve, et moi, pour l'instant, basta, tant qu'il ne s'entraîne pas normalement, j'en veux pas. » Donc ça, forcément, c'est des grosses limites dans nos prises en charge, sur lesquelles on ne peut pas forcément, à part sensibiliser, on ne peut pas forcément intervenir. Ça, on en a parlé. Donc vous allez voir, donc ça s'appelle 11 to Perf. Il y a 11 items, un petit peu différents. Dedans, c'est un travail multidisciplinaire, donc avec les kinés, les docs et psy-diète. On va y passer rapidement un petit peu tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le premier item, c'est tout ce qui est lié au bilan doc et kiné, d'accord ? Tout ce qui est lié à un bilan clinique habituel, les amplitudes articulaires, actives, les caractéristiques tissulaires, les caractéristiques aussi cicatricielles ou de l'articulation quand il y a eu un PET aussi intra-articulaire sur le croisé. Notre deuxième partie, c'est tout ce qui est lié au psychologique. Donc, je pense que vous connaissez tous le questionnaire ACLRSI, qui est un questionnaire américain qui a été traduit en français par les équipes de Gérometa à Paris, qui est un questionnaire sur la confiance du retour au jeu post-croisé. Il est en libre accès sur Internet. Notre troisième item, c'est un bilan énergétique et corporel. Alors, pendant un moment, on faisait un test d'effort sur tapis, un test VO2 max. C'est en train de changer. On va, en fonction des clubs, faire un test terrain énergétique par rapport à eux, le test qu'ils ont l'habitude d'utiliser, et pour pouvoir leur donner des références spécifiques à leur club et à leurs besoins. Voilà, c'est... Ouais. T'as le 30-15, t'as le bûchet, il y en a qui font du yo-yo, il y en a qui font du laméval encore, t'as le navette, voilà. En fait, faut être prêt à répondre à tout. En tête, non. Non, par contre, ça se trouve sur Internet. On a les abacs, mais je les ai pas en... Non, je les ai pas en tête, parce que souvent, le navette est plus utilisé. Le yo-yo aussi, très souvent. Plus que le 30-15. Hein ? Alors, en général, c'est entre 17 et 19, en fonction du poste. Sachant que 19, c'est plutôt les latéraux et les milieux def. Donc les latéraux, les arrières sur les côtés. Et les milieux def. Les moins hauts niveaux de VAM, c'est souvent derrière dans l'axe. On fait un bilan musculaire, ok, comme tout le monde, un test ISO, avec le 240 degrés secondes et le 60 degrés secondes plus l'excentrique très lent à 30 degrés secondes, ok, avec les ratios que tout le monde connaît. Par contre, on rajoute une analyse qualitative des courbes. C'est-à-dire que les kinés vont regarder le RFD, ok, en termes d'explosivité, mais ils vont aussi regarder l'allure, notamment sur les ischios. Est-ce qu'on a une courbe qui reste haute jusqu'à la fin de la course externe des ischios, parce qu'on sait que c'est un vrai risque de blessure ischio post-LCA, ok, notamment quand il y a eu une prise de greffe sur un type DIDT, sur un croisé sur les ischios, ou DIDT ou DT4. Donc il n'y a pas que les chiffres, il y a le côté qualitatif aussi qui nous intéresse. On a une cinquième partie. Donc, les vidéos.
déclenche pas ensemble. Tac. Voilà, le test ISO, tout le monde connaît. On a une 5e partie plus sur tout ce qui est test de saut. Ok, donc les hop tests, bien sûr, tout le monde connaît. Hein, au niveau littérature, c'est extrêmement riche. On ne les utilise pas tous parce qu'il y en a qui sont redondants. Donc on fait le single, le crossover et le simmet et le side. C'est bon pour tout le monde, hein, les hop tests. N'hésitez pas si vous avez des questions. Un CMJ sur plateforme de force 3D, comme vous voyez là. Alors, moi, je fais une thèse sur 4 ans sur le contrôle neuromoteur et postural du footballeur blessé. Donc là, on avait sorti tout l'appareillage pour la thèse, pour un RTP, donc plateforme de force 3D, EMG de surface, donc il y en a 12, pour le côté inhibition musculaire, et analyse caméra 3D, Human Track, c'est les Australiens, pour pouvoir quantifier le valgus de genou, la latéroflexion de tronc, la flexion-extension du genou sur la réception. Donc on bosse sur les CMJ. Sur les CMJ, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de comparer jambe droite, jambe gauche sur la poussée, mais surtout aussi la réception, être capable d'emmagasiner la charge et de ne pas arriver avec un genou raide, ce qui est forcément problématique derrière, et pour la performance et pour la prévention. Et bien sûr, on bosse sur le RFD, qui pour nous, notamment sur les CMJ, on va dire la valeur la plus pertinente, la plus importante et la plus intéressante sur le retour de blessure chez nous. Bien sûr, le landing, tout le monde connaît aussi le landing test dans l'axe. Vous pouvez le faire aussi sur le côté, il est un peu plus discriminant pour la hanche. Le landing, on le fait souvent, enfin on le fait maintenant tout le temps sur la plateforme de force pour avoir les niveaux de force de réaction au sol, et surtout la capacité à venir mettre de la flexion de genou pour emmagasiner, mais pas que de la flexion de genou, du travail du pied aussi, et un petit peu de flexion de hanche. À chaque fois, on met des chiffres, mais il y a toujours un aspect qualitatif. Et ça, c'est extrêmement important. Hop. Sur le terrain, test RSA, je vous ai parlé du pouvoir oxydatif, de la capacité à aller vite. On fait un test RSA sur 8 fois 30 mètres. Alors on fait un 30 mètres perf max, 1 minute 30 de récup, un deuxième 30 mètres perf max, 1 minute 30 de récup, et après on fait 8 fois 30 mètres avec un départ toutes les 30 secondes. On met GPS plus cellule, et on regarde la différence entre l'air idéal, c'est-à-dire que votre perf max, si vous êtes capable de la faire 8 fois de suite, et l'air réel de performance, c'est-à-dire comment ça décline au fur et à mesure des sprints. Bien sûr, nous on regarde la Vmax, parce qu'au foot, ça arrive qu'on l'atteigne en match. Donc on regarde aussi le niveau de vitesse max. Avant le RSA, on fait les landings et les CMJ en salle. Après le RSA, on revient en salle et on fait landing, CMJ en situation de fatigue. Et en plus de la fatigue, on le fait en double tâche. Très simple, le double tâche. Le gars fait son CMJ, pendant qu'il saute, on sort une coupelle à droite, à gauche, en haut, avec une couleur différente. Il doit annoncer pendant le saut. C'est très simple, mais par contre, extrêmement discriminant, notamment sur le contrôle du valgus de genou et sur la flexion au moment de la réception. Voilà. Et aux États-Unis, ils l'avaient très bien fait sur les basketteuses. Très gros pourcentage, alors je ne sais plus le club, je ne pourrais pas vous le dire, de contrôle de genou bon sur un landing. Et eux, ils mettaient une double tâche où ils envoyaient le ballon avec un rebond ou en l'air ou directement. Et là, dans celles qui contrôlaient leurs genoux, il y en avait quasiment 1 sur 2 qui ne contrôlaient plus leurs genoux. Donc là, vous savez que c'est maîtrisé quand c'est volontaire, mais dès que vous avez une double tâche, le contrôle du genou, alors on parle du contrôle de genou du valgus, mais ça peut être la flexion, ça peut être aussi la latéroflexion de tronc, l'automatisation, elle n'est pas faite. Et quand l'automatisation n'est pas faite, ça veut dire que quand vous mettez votre joueur ou votre joueuse au jeu, et ben là, vous la mettez en danger. Vous le mettez en danger, parce que quand il y aura plein d'informations et plein de tâches différentes à faire en même temps, si c'est pas automatisé, danger. Donc c'est simple à faire. Là, il y a des plateformes. Là, je vous avoue, nous, c'est facile. On a du temps, on a du matos, on a les sportifs pour, c'est facile. Mais vous enlevez les plateformes de force, où tout le monde a un smartphone pour filmer au ralenti. Voilà, tout le monde est capable de filmer, de mettre sur un logiciel gratuit comme Kinovea et de pouvoir dire, OK, on a un valgus de genou, on n'a pas de flexion de genou, on a une latéroflexion de tronc pour les compensations posturales. On est capable de le faire avant l'entraînement, après l'entraînement. Tout le monde a une coupelle pour faire de la double tâche ou un ballon. Voilà.
Nous, c'est facile, on a du matos pour objectiver. Si on n'a pas de matos, on a des idées et vous pouvez faire plein de choses maintenant. Juste avec votre smartphone, c'est extrêmement facile. Et encore, les plateformes de force sont en train de se démocratiser. Je pense notamment à Cavend, qui est une boîte de Orsay, qui font des plateformes de très bonne qualité à des prix qui sont vraiment assez raisonnables. Voilà, sur la partie terrain, on fait aussi les tests d'agilité. Donc T-test, je pense que tout le monde connaît, c'est souvent utilisé aussi sur les retours de blessures basket. T-test, donc c'est en forme de T, on le verra tout à l'heure. Et on fait un curve, donc c'est un sprint. Vous voyez, tout le monde voit comment on fait un stade de foot, voilà, enfin un terrain de foot. Donc on a la surface et on a l'arc de cercle devant la surface et on fait un sprint de coin en coin de l'arc de cercle. D'accord? Donc il y a 14 mètres et quelques. Et on fait un sprint, donc jambe intérieure blessée, jambe extérieure après blessé. Le multitâche, on en a parlé. Le post-fatigue, on en a parlé. Le 9e, c'est plus marrant à faire, mais alors c'est pas un test, parce que scientifiquement, on n'a pas le côté reproductibilité. Vous verrez tout à l'heure, on a fait pareil pour le basket. C'est une séquence de simulation de match. On est parti de la littérature. On a pris 45 minutes de jeu. On l'a adapté, c'est pour ça que ce n'est pas un test, parce qu'il n'y a pas la reproductibilité. Il est adaptable si vous êtes une femme qui joue en D1, si vous êtes une femme qui joue en D2, si vous êtes un joueur de Ligue 1 ou un joueur de national. Et on peut l'adapter aussi. Souvent, les clubs nous envoient les données du joueur, les plus grosses données de match de sa saison. Donc le match où il a été le plus fort, ou alors les données de son groupe d'entraînement, pour qu'on ait des références au poste. Et on essaie de calquer l'effort qu'on va proposer par rapport à ces données. Alors, la simulation de match, c'est plusieurs ateliers, ça dure entre 4h30 et 4h35 le tour. Il y a une dizaine d'ateliers, on le fait pendant 45 minutes non-stop. On a le suivi tracking GPS, et comme ça, on a tout le nombre de retournements, de pivots, d'accélération, de distance à toutes les vitesses demandées, de marche, de footing, de touche de balle, les HSR, les VHSR, les distances de sprint. Voilà, on a tout calqué pour reproduire en match. Une des seules limites, c'est qu'on n'a pas le stress cognitif, on n'a pas autant de prise d'information. On a essayé de mettre, vous allez voir, un petit peu. Donc là, c'était notre stagiaire kiné qui se débrouillait bien. Mais donc là, il y a un sprint en ligne droite. Un tour sur deux, c'est un sprint en ligne brisée, avec des changements de direction. On a de la course arrière, du jeu long. Donc là, sur ce tour-là, c'était du jeu mi-long. Après, je recule un petit peu et le jeu est plus long. C'est aussi pour ça que la reproductivité est difficile, puisqu'on n'est pas à l'abri que je fasse une mauvaise passe, ce qui arrive extrêmement rarement. Accélération, saut, pivot. Là, le changement de direction, on filme toujours avec incertitude. Il y a des couleurs, c'est moi qui le dis au dernier moment. Toujours le côté quantitatif, mais on filme pour voir le contrôle du valgus au moment du cutting, valgus ou aussi les compensations posturales qui se mettent en place, pour voir si c'est propre et si ça reste propre de tour en tour, c'est-à-dire de la 2e minute jusqu'à la 45e. Un petit peu de duel pivot, on laisse le joueur se mettre en confiance. On met toujours un peu de duel, un peu de pivot, légèrement de la prise d'info, retour, on cale des récup actives, et on enchaîne ça. Alors là, on a coupé un petit peu pour que ça soit plus court, mais on enchaîne ça pendant 45 minutes, et on essaie de caler les distances, les temps de récup, le nombre d'accels et tout, en fonction des stats, des datas du joueur et de son groupe d'entraînement. Forcément, ça a des limites, comme tout, forcément. Après, vous verrez sur la partie basket, on a très bon retour dessus, déjà au niveau énergétique, au niveau automatisation du geste. On voit des choses intéressantes et en général, ça ne trompe pas trop. L'idée que vous faites du joueur sur sa capacité à tenir la qualité gestuelle jusqu'à la fin des 45, on ne se trompe pas trop en général à la fin et on a à peu près les résultats qu'on pense. Et il y a un très gros impact psychologique. Là, dernièrement, on a fait un webinaire sur les RTP, poste croisé. Il y avait une joueuse de l'équipe de France qui l'a passé. Et elle, quand vous lui posez la question, quel était le moment clé pour te dire, tu vas reprendre, elle a dit, c'est la simulation de match. J'ai fait 45 minutes à bloc et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Là, c'est bon, je peux retourner à l'entraînement.
Alors forcément, hein, il y a les limites d'engagement physique et de prise d'infos. Mais au niveau purement physio et contrôle moteur, on essaie de se rapprocher. Alors si, et je le dis à chaque fois que je le présente ou j'en parle, si quelqu'un dans la salle connaît quelqu'un qui est capable de faire de la réalité augmentée, pas virtuelle, augmentée, où on peut rajouter du stress cognitif avec des faux joueurs qui forcent à une prise d'information et du stress en plus, on est preneur. Ça peut nous aider à limiter le gap, ça ne le remplacera jamais. Et ça, c'est un des vraies limites de la réalité, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À part la phase de réentraînement, on ne supprimera jamais ce gap-là entre la partie blessure, réathlé, et la partie entraînement purement spécifique à la discipline. Nos 2 derniers items, on fait un bilan des charges de travail. Alors pareil, on a un peu le temps, donc on s'adapte au club. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, quand vous allez parler de charge d'entraînement, ils vont vous envoyer les GPS, les datas de GPS. Quand on regarde la littérature, pour réduire de manière significative le nombre de reblessures, pas forcément croisées, lésions musculaires, etc. aussi, la littérature dit qu'il faut que votre joueur soit capable d'encaisser 90% de la charge hebdomadaire de son groupe d'entraînement et 90% de la charge de la séance la plus dure de la semaine. Ça, je suis clair. 90% de la charge de la plus dure de la semaine, plus 90% de la charge hebdomadaire de son groupe d'entraînement. Donc les staffs, la majorité du temps, nous envoient les datas, soit GPS, soit charge d'entraînement. En général, c'est de la méthode Foster, à échelle de Borg, fois le temps de travail. Et on essaie du coup de se caler là-dessus pour la charge d'entraînement qu'ils font chez nous à Clairefontaine. Alors en général, en termes de temps de travail, on est beaucoup plus haut. Mais du coup, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir les datas GPS pour pouvoir, en tout cas, calibrer les distances de sprint, de course, de VHSR, de HSR, etc. Donc on essaie d'individualiser un petit peu et de dire, OK, il nous semble prêt à encaisser les charges de travail qui vont lui être appliquées à son retour à l'entraînement. Et la petite dernière, en fonction de nos retours, le joueur, enfin de ce qu'on a vu, le joueur va repartir avec des routines individuelles. Alors c'est pas obligatoire, on propose au club, il ne faut pas qu'il y ait d'impair. Si le club il est OK, ils disent OK, super, c'est dans sa continuité, il les fera avec nous au club, puis après on va lui en donner d'autres, ou on en a déjà, pas de souci, il faut nous dire sur quoi on bosse. Voilà, on leur propose des routines, ils repartent avec. Et on essaie, dans la majorité des cas, de mettre en place un échange en visio avec doc, prépa, kiné de club, et avec doc, prépa, kiné de chez nous, pour pouvoir faire un bilan très rapide, donner nos préconisations. Et comme ça, après, on peut échanger. Pour eux, c'est plus facile qu'un bilan écrit ou un coup de téléphone. Voilà, des fois. Et puis quand vous mettez des visages sur la tête des gens que vous avez par mail ou par téléphone et tout, c'est toujours beaucoup plus facile et plus sympa. Donc voilà un peu le travail qu'on a fait. En termes de bilan, ça donne ça. Donc c'est un doc PDF. Par exemple, le RSA, on a les perfs, la vitesse. Tout à l'heure, je vous parlais d'air. Je vous parlais de l'air idéal par rapport à l'air de performance. Donc là, on a mis à l'arrache le chiffre parce que normalement, il est un peu plus dans l'autre sens. Ouais. L'air idéal, ça serait donc la performance ici, qui serait un max. Hop, l'air idéal, ça serait tout ce rectangle-là. Et du coup, l'air de performance, c'est en fonction de la baisse de la performance. Okay, et du coup, notamment Bosquet, ils vont bosser là-dessus, c'est la différence entre l'air idéal et l'air de performance qui vous donne un indice de baisse de la performance. Voilà. Toujours un petit retour, un petit commentaire. Alors là, sur le RSA, c'est moins intéressant, mais on essaie toujours de mettre des petits commentaires qualitatifs. Là, vous avez notre retour sur Simul Match. En gros, on a rentré sur un tableur automatisé les datas en fonction des niveaux ou des clubs. On met le gars, hop, ok, c'est un ailier, tel club, et tac, ça nous affiche en vert ce qu'il a fait sur la simulation de match, si c'est vert, si c'est orange ou si c'est rouge, en fonction des cases. Bien sûr, les données, elles ne sont pas à lire de manière, on va dire, comme des bénis oui-oui. C'est-à-dire que des fois, là, ça se met en orange et en vert, mais parce que mon gars, il a couru moins entre 10 et 14, mais il a fait plus de distance entre 14 et 18. Voilà, on s'en fiche que ça soit rouge ou orange, parce qu'il a fait plus de distance à haute intensité. Donc c'est forcément du positif. Donc c'est pareil, les datas, il faut faire attention. Ça peut
vouloir dire tout et n'importe quoi. Il faut bien interpréter, et l'interpréter, c'est l'interpréter de la manière la plus pertinente possible. On fait aussi attention, nous, au nombre d'accélérations, surtout les accélérations entre 3 et 4, et qui est supérieure à 4 mètres seconde. Sachant qu'après aussi, nos générations de GPS, pour l'instant, au-dessus de 4 mètres seconde, ça commence à être moins fiable en termes de propreté de data. Et à la fin, donc, vous avez un bilan avec tous les items, en couleur. Le but, c'est que vous soyez prépa, kiné ou doc. Si vous voulez de l'info, vous pouvez en chercher, en trouver. Si vous voulez quelque chose de synthétique, vous pouvez aussi regarder juste ce qui vous intéresse, le feu et la consigne de fin. Et voilà, on met résultat globalement bon. Poursuivre le travail d'explosivité jambe droite, réception de saut, triple flexion, donc genou plus. Travail excentrique IJ, possibilité de reprise de l'entraînement en groupe de manière adaptée sur les 10 jours à venir, sans duel contact, avec un travail complémentaire important sur l'explosivité, les ischios et la flexion dynamique de genou. Voilà, bref, on met nos préconisations. Ça arrive quasiment jamais qu'on dise ok, le joueur il peut retourner et basta. Il y a quasiment toujours du travail à faire à côté. Ça nous est arrivé une fois l'année dernière qu'un joueur, franchement, c'est rare de dire ça, mais c'était quasiment parfait. Et c'est bien, il est rentré au club, il a chopé le Covid 4 jours après. Il a pris un mois sur le côté, donc il n'a pas rejoué. Ça, c'est nos exemples de routine. Routine SP, contrôle postural. Routine spécifique, triple extension. Voilà, ça revient un petit peu ce matin sur ce que nous a montré Guy Antanon sur le travail de vitesse. Moi, le triple extension, c'est mon dada. Voilà, c'est ce qu'on perd énormément sur les croisés. Donc quand on arrive à retrouver ça, ça commence à sentir bon. Donc voilà, pour l'instant, donc ça a un peu plus d'1 an. On a 13 joueurs pro dessus. Il y en a 2 la semaine prochaine, 3 la semaine d'après. Donc ça va commencer, les clubs commencent à bien jouer le jeu. Je vous ai pas dit, mais soit les joueurs ils peuvent venir sur 3 jours le faire, soit en général on l'intègre dans la fin de notre prise en charge comme une semaine habituelle de réduc réathlé. Sauf qu'au lieu de faire un atelier sur le terrain de plio, je vais faire des hop tests à la place que je vais quantifier. Voilà. Alors, du coup, ça dépend vraiment. Il y en a, ils viennent 1 mois et la dernière semaine, on fait ça. Il y en a, ils viennent, ils retournent au club, puis ils reviennent 3 jours pour faire ça. Donc là, on va avoir un wagon de croisés qui vont venir 3 jours. Normalement, il y en a 10 de prévus d'ici fin juillet. Donc on va avoir des bons wagons et on va pouvoir aussi avoir une vision un peu plus long terme réellement du retour à la performance. Sur les 12, on en a 8 qui ont joué titulaires dans leur club pro en moins de 3 semaines. On en a 3 qui ont joué dès le week-end en rentrant. Bon, ça, c'est pas trop prévu, mais voilà, des clubs en difficulté au niveau classement et ça retourne direct. À un peu plus d'1 an, pour l'instant, on n'a pas de reblessure. Par contre, on a une lésion musculaire au retour au groupe. Donc là, sûrement un souci lié à la charge de travail. Donc voilà, c'est important pour nous de pouvoir prendre du recul après. Parce que c'est comme tout, c'est mouvant, donc ça doit être modifié en fonction des retours. Mais petit à petit, on arrive et on va sans doute réussir, notamment avec les clubs et les chires, à le systématiser un petit peu chez nos footballeurs. Mais du coup, on a pas mal de basketteurs. Et il y a des clubs et des docs qui nous ont dit ce que vous avez présenté au congrès de la Société de médecine du sport, pour vos footeux, c'était bien. On aimerait pouvoir avoir un petit truc un peu similaire pour le basket. Les chires aussi nous ont réclamé ça. Alors moi, j'aime bien le basket, mais le basket ne m'aime pas. Donc forcément, la documentation a été plus importante. J'ai aussi une excellente stagiaire de master qui est basketteuse, qui m'a énormément aidé dans ce travail-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris nos bases, les bases communes, du retour de blessure, du croisé, des tests fiables. On allait voir ce qui se fait en spécifique basket, que ce soit dans la prépa, mais aussi, surtout, sur les retours de blessure. Et puis, on est reparti dans notre logique. Donc, forcément, on a des besoins communs, en termes de mouvements fondamentaux, la motricité de base, sauter, réceptionner, courir, changer de direction, ainsi de suite. Les niveaux de force aussi, alors surtout que vous, en termes de gabarit, vous avez souvent des Golgoth par rapport à nous. Je parle en termes de taille. Nous, on a des beaux bébés, mais ça passe quasiment jamais les 1m90. Chez vous, on a eu un encore la semaine dernière. Voilà, quand il faut faire les duels, c'est un peu difficile pour nous. Donc,
hop, forcément on a des besoins spécifiques, ok, à la discipline, aux facteurs performance et aussi aux postes, qui sont aussi très spécifiques dans le basket, un petit peu plus que par rapport au football. Donc on est reparti dans la même logique. On a fait un petit travail, donc ça vous intéresse un peu plus, mais je vais passer là-dessus parce que c'est pas forcément le plus intéressant aujourd'hui. Mais on a refait un travail sur le taux de retour à l'activité post-croisée, le niveau d'incidence et de rupture. Il y a beaucoup d'études sur la NBA. Il y a pas mal les Espagnols, il y a pas mal les Serbes aussi qui publient. Mais bon, vous voyez que même en NBA, la durée de carrière post-blessure, elle n'est pas énorme. Que la saison d'après, il y a beaucoup de matchs qui sautent, moins de minutes de jeu, et qu'il y a une vraie baisse significative des performances. D'accord ? Forcément, quand on voit ça, on se dit forcément on passe à côté de quelque chose. Parce que quel que soit le sport, quel que soit le niveau, on devait être capable de faire mieux. Nous, souvent, avec nos kinés, on dit maintenant, franchement, je préfère... Là, on a un stagiaire kiné qui se fait un tendon d'Achille en jouant au foot avec nous le midi. Et à chaque fois, on dit, franchement, je préfère 100 fois me faire un croisé qu'avoir une pubalgie ou que me faire un tendon d'Achille. On dit toujours ça parce que maintenant, honnêtement, moi, c'est ma 9e saison à Clerf. Donc des footeux blessés, on a vu avec Guillaume en 9 ans à peu près 800. Des croisés, c'est à peu près un tiers de notre job, donc on a vu quelques-uns. Les gars qui n'ont jamais repris au niveau professionnel, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Alors ok, peut-être qu'ils ne durent pas 10 ans non plus derrière, mais maintenant, quand vous avez un staff autour de vous, un staff pro, c'est rare. Ou alors, et encore, je ne sais pas si vous avez vu la photo où le gars, en hyper extension, il s'est fait une pintade. Lui, ça a pris 2 ans, mais il a rejoué. Des fois, vous vous dites, ouais, c'est incroyable. Donc franchement, quand on voit des données comme ça, on se dit, on doit pouvoir faire mieux. Et par contre, ce qui était assez intéressant chez vous, c'est que vous soyez meneur, arrière, ailier fort ou pivot, c'est à peu près quasiment les mêmes pourcentages de blessures. Et ça, malgré la spécificité des postes, c'est assez intéressant. Donc même principe, hein, on a essayé de regarder un peu ce qui se fait dans la littérature. Donc je pense que vous avez des données beaucoup plus précises à la Fédé de basket. Le nombre d'accélérations, 150 à peu près. Pareil en décélération, des déplacements rapides assez courts, beaucoup de sauts. Bon, après, forcément, ça dépend des postes, hein, on est d'accord. Alors ce matin, Guy Antanon parlait autour de 4 km. Nous, on a vu des études où il parlait de 5, 6. Voilà. Alors forcément, c'est comme chez nous, hein, ça dépend du match, ça dépend de l'équipe que vous avez en face de vous, ça dépend du style de jeu de votre équipe. La chose est sûre, c'est que les pivots chez vous ont quand même réalisent moins d'accélération, de décélération et de distance à des intensités plus basses. Par contre, en termes de haute intensité, ça semble être très proche des autres postes. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, et c'est un peu une des choses qui nous a poussé à faire la simulation de match. C'est Buchette et Meyer qui disent en 2018 « La caractérisation des scénarios les plus exigeants du match pourrait améliorer les programmes de réadaptation en raison du fait que le rétablissement de la condition physique spécifique des joueurs et de leur performance locomotrice par rapport aux exigences physiques du match peut être un critère principal de retour au jeu. » Ok ? Donc ça, clairement, alors au foot, quand on parle de moments les plus exigeants, souvent c'est au GPS et c'est les 5 minutes les plus dures du match. Donc c'est clairement, souvent, notamment en Angleterre, en Premier League, ce qu'on appelle le box-to-box à la fin, ce que vous appelez le money time au basket, les 5 dernières minutes où ça fait du box-to-box, donc de but à but. Ça peut être aussi en début de match, notamment en Ligue des Champions, où il y a des très hauts niveaux d'intensité sur 5 minutes, quand il y a une équipe qui va agresser un petit peu. Voilà, donc on l'a fait aussi, je ne vais pas montrer sur ça que je vous ai montré, mais sur notre simu de match, on demande à un moment donné de mettre un tour au bloc. On dit aux joueurs, vas-y, là c'est le tour à bloc, et comme ça on regarde par rapport au niveau d'exigence GPS sur les 5 minutes les plus dures. Donc c'est vraiment très important, parce qu'ils ont l'air, en tout cas, Buchette c'est le PSG, c'est le sport scientist du PSG, de dire que plus vous allez être capable, en retour de blessure, d'imprimer des hautes intensités, plus ça devrait être moins ça devrait être difficile pour vous de reprendre la compétition derrière.
En termes de basket, du coup, sur notre travail, moins de distance courue, notamment des sprints, mais par contre, beaucoup plus de contraintes de collision, de duel contact, de contraintes mécaniques, de saut-réception avec des gabarits. Sabine, on en a parlé régulièrement quand on était à Buenos Aires, avec des gabarits énormes, des fois avec l'option sans muscle, chez les jeunes notamment. Forcément, en termes de contraintes, c'est énorme. Gros bras de levier, donc c'est à prendre en compte. Et on a un revêtement de sol qui est différent, et notamment ce qui est sur le croisé, toujours à prendre en compte, c'est que vous faites des vrais pivots au basket. Nous, au foot, on fait un contrôle orienté ici, on a un pivot, mais très vite, le pied, il sort du sol. Alors que vous venez jouer, vous ancrez sur le pivot, et vous venez tourner autour, vraiment avec le pied au sol, et ça vient pivoter, ce qui est quand même pas exactement la même contrainte sur le croisé, notamment. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Donc la base commune, ok. Donc ça c'est le bilan clinique de nos kinés avec voilà, magnifique. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est jamais parfait, il y a toujours plein de choses à voir. Voilà, magnifique, magnifique. C'est un joueur qui reprend, mais il y a plein de boulot. Magnifique. Là c'est pas trop mal. On a vu pire. Mais clairement, voilà, vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Manque de flexion de genou à la réception, ça emmagasine pas. Le moyen fessier, il a oublié, là c'est la petite double tâche. C'est pas si pire sur les doubles tâches. Après on a les hop, vous voyez, tout de suite il y a un petit peu de manque de flexion. Le 6 il était pas trop mal, mais vous voyez qu'en haut, il y a une vraie compensation posturale en latéroflexion de tronc. Le side, c'est difficile. En termes de rythme, c'est pas du tout régulier. Et là, vous avez un gars qui a un test ISO parfait. Et c'est pour ça qu'attention, le test ISO, c'est un prérequis. Mais quand vous voyez ça, et la manière dont il est capable de dunker, de courir, etc., c'est toujours trompeur le dynamique. Vous voyez, il y a beaucoup de coachs. Et souvent, nous, c'est notre peur. Des fois, il y a des joueurs qui sont super bien. Et vous dites, ouais, par contre, là, il faut dire au staff, il faut lui laisser encore 2-3 semaines, parce que le coach, il va le voir, il va dire, c'est bon, c'est une bombe, c'est parti. Sauf que dès que vous mettez un peu moins de vitesse, que vous allez gratter un petit peu sur des trucs un peu plus compliqués, c'est la cata. Et là, voilà, lui, quand on le voit dans le gymnase, vous allez voir tout à l'heure à Simu de match, c'est parti. Hein. Le coach, il le voit, il va dire, ouais, on est parti. Par contre, quand vous prenez tout un petit peu plus de manière analytique ou figé, c'est un peu plus compliqué. Donc notre base, on a gardé la base commune du bilan clinique kiné, doc, no hop test, les CMJ landing avec double tâche et fatigue, la CLRSI pour le psychologique et le bilan final. Et après, on a adapté un petit peu. Donc on est passé sur le yo-yo test. C'est ce qu'on a retrouvé le plus souvent dans la littérature, quels que soient les pays qu'on publié sur le basket. Alors vous me direz, on pourra en discuter si vous l'utilisez, mais pas forcément. Mais en tout cas, là, il y a pas mal de références. En termes de bilan musculaire, sur le test ISO, c'est pareil que chez le footballeur, sauf qu'on va mettre plus d'importance au ratio de poids de corps. Vous avez des joueurs avec beaucoup plus de gabarit. Donc un gars qui fait 105 kg, ça ne nous intéresse pas s'il fait 250 newtons sur l'ISO. Parce que le gars, il fait 105 piles, et forcément, il va falloir des niveaux de force beaucoup plus importants. En plus, vous avez des grands bras de levier. Donc plus vous avez de bras de levier, plus le test ISO, vous êtes censé développer naturellement de la force grâce au bras de levier. Donc on a mis des normes par rapport au ratio de poids de corps. Une des limites, c'est que des normes sur le ratio de poids de corps Sportco, vous n'en trouvez pas. C'est Guillaume, donc je ne sais pas si vous regardez des fois l'équipe de France de foot à la télé, c'est le kiné qui a la barbe et qui est chauve. Ça fait 3 ans qu'il travaille dessus, donc il a passé 300 footballeurs pro sur les tests ISO et il met en place des ratios poids de corps, okay, avec un retour sur les blessures, les non-blessures, etc. Et du coup, on a des ratios, c'est-à-dire que à au-dessus de 3 newtons par kilo sur les quadris, on considère en force, on considère que ça commence à être bon. Donc si vous avez un gars qui fait 105 kg, il faut au minimum 315 newtons. Sachant qu'on n'a pas le recul par rapport au basket pour l'instant, parce que c'est des données qu'on ne trouve pas sur les ratios poids de corps. Donc voilà, on va prendre le temps, puis à chaque fois qu'on va voir des basketteurs, on va prendre ces ratios, et ainsi de suite. On continue.
On a gardé notre RSA, mais vu vos spécificités du basket, on est passé de 8 fois 30 à 12 fois 20. 20 mètres, récup, un départ toutes les 30 secondes. On a gardé notre petit test. Bien sûr, il n'est pas fait en crampon, hein, il est fait en salle, en gymnase. On a rajouté avec et sans ballon pour le petit test. Et après, on a différencié un deuxième. Chez le footballeur, on a le curve en sprint. Là, on a différencié. On a le test dell'arco qui ressemble un petit peu pour les extérieurs. Et pour les intérieurs, le LAC, le Line Arrow Close Out Test. Donc, c'est une poussée, pas défensif. On revient de face, pareil de l'autre côté. Et on finit de face avec le pivot. On garde toujours un petit coup le film, ok, pour regarder ce que ça donne sur les cuttings en termes de valgus de genou, en termes de latéroflexion de tronc, ainsi de suite. Et avec Marine, du coup, on a mis une petite simu en place. On est parti sur 2 fois 15 minutes avec une de récup. Chaque tour, ça fait 5 minutes. On fait 3 tours. Il a cassé le panier sur le dernier. On s'est fait gronder par les chefs. Donc lui, c'est un pivot. Il y a du rebond, sprint. Il y a du pick and roll. Il y a alors, pick and roll, un coup il va au panier, un coup il shoot un petit peu à distance. Il y a reprise d'appui, poussée, freinage, duel, défense. Il y a les temps de repos, bien sûr, avec des retours en marchant ou en trottinant. Et un de nos soucis, c'est qu'on est en gymnase et du coup, on n'a plus le retour GPS qui facilite tout pour la simulation de match. Donc, dans un premier temps, avant d'avoir les GPS qui vont dans le gymnase, et pour les basketteurs, mais pareil pour les handballeurs et pareil pour le futsal, on a essayé d'objectiver un peu la fatigue avec les temps de vitesse. Ouais, c'est un de nos kinés qui s'y colle. Je laisse ma place en général. On essaie d'objectiver le maintien de l'intensité avec du coup le 20 mètres qui est chronométré et un CMJ purement type sergent de test au milieu de la récup pendant qu'il se replace. On le laisse libre. Alors sur la récup, il y a des lancers francs aussi où on regarde un peu la réussite. Sur le CMJ, on le laisse libre. C'est-à-dire qu'il choisit s'il vient de face, de côté, s'il arrive à arrêter. Franchement, là-dessus, on s'en fout parce que de toute façon, on fait que par rapport à lui. Par contre, une fois qu'il a choisi une stratégie, il garde la même sur tout le test. Et donc là, lui, clairement, il arrive de face, il prend son impulsion à 2 jambes et il fait son jump. On le filme et comme ça, après, on regarde proprement à la caméra la hauteur de saut. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas de GPS pour l'instant pour l'intérieur. Donc en attendant, on essaie d'objectiver quand même la baisse de performance. Forcément, vous avez, comme pour la partie football, hein, en fonction du match, il y a tellement de changements sur les enchaînements d'actions, etc., que c'est une grosse limite. Mais après, le but étant vraiment de reproduire, de créer une séquence de sollicitation type match sans la partie cognitive et avec du duel forcément un petit peu moins important au vu de nos gabarits dans l'équipe de rééduc réathlé. Pour l'instant, on a rarement dans le basket les datas de match. Rarement. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois avec des clubs étrangers, mais rarement. Et forcément, du coup, ça nécessite un petit peu de temps pour pouvoir objectiver, accumuler de la donnée, pour prendre un peu de recul là-dessus. Après, d'un point de vue purement empirique, on a le même retour au basket sur le côté, sur l'impact psychologique de la séquence simulation en termes de fatigue et de stress un petit peu, que chez le footballeur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour conclure, du coup, on garde toujours une base commune, quelle que soit la blessure, pour un RTP, pour un retour au jeu. On a toujours une base commune, quelle que soit la patho, quelle que soit la discipline, ok. Voilà, le test ISO, les hop tests, les répétitions de sprint, etc. Forcément, vous avez une base commune. Et après, on adapte le reste par rapport à la patho, à la discipline, au niveau.
au niveau, c'est important, et au poste de jeu. D'accord ? Et ça, j'en avais parlé en intro, je redis en conclu. Mais vraiment, si vous pouvez réussir à pousser votre athlète à être un minimum performant à la reprise de l'entraînement et de ne pas attendre qu'il ait repris pour redévelopper bien ses capacités physiques, ses qualités physiques, c'est vraiment important. Parce que sinon, on va le mettre en situation de crise de temps. Psychologiquement, ça ne sera pas bon. Dans la tête du coach, ça ne sera pas bon. Parce qu'on en a vu des coachs qui arrivaient et qui ne connaissaient pas les joueurs, qui disaient « mais lui, il n'avance pas ou il met 3 heures pour faire son contrôle passe ». Et le joueur, il se retrouvait de côté alors qu'à la base, c'était un super joueur et le coach, il ne voulait plus le voir parce qu'il ne le connaissait pas. Et quand il a vu l'entraînement, il s'est dit « c'est une chèvre » parce que le gars, il n'avançait pas, il était en retard sur tout. Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas attendre que le joueur retourne à l'entraînement pour qu'il soit déjà performant au point de vue physique. Il faut vraiment que ça soit fait sur la partie de prise en charge, rééduque, réathlète. Sinon aussi, on le met en danger. Par rapport ici à son genou. Et je remets un petit coup sur le côté complémentarité. Vous avez vu la phase de réentraînement, qui est presque la phase la plus importante. C'est vraiment la cerise sur le gâteau pour la reprise du joueur. S'il n'y a que le staff médical, paramédical et le prépa qui fait l'arrêt athlétique qui sont d'accord, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'on ait l'adhésion du staff technique et du coach pour pouvoir optimiser cette dernière période. Donc voilà, je vous pousse vraiment. Le but, c'est de réussir à bosser un petit peu ensemble, même si tout le monde a des objectifs un petit peu différents, notamment des fois avec le technique. Mais c'est extrêmement important de pouvoir gratter ce genre de choses pour améliorer notre travail. Et je vous ai laissé un peu de biblio par rapport aux tests et aux revues de littérature utilisées. Voilà, merci. C'est bon ? Non. C'est bon. Bonjour, merci pour votre intervention. En tout début, vous avez parlé d'une différence sur la blessure entre les hommes et les femmes, où les femmes, c'était plutôt la jambe d'appui qui prenait, et les hommes, la jambe de tir. Est-ce que vous avez une explication, une piste d'explication anatomique pour cette conséquence ou pas ? Alors, il n'y a pas d'explication réelle. Après, il y a des pistes, comme souvent. Chez les garçons, c'est celle d'avant. Chez les garçons, c'est la jambe de frappe. Même si on sait que les 3/4 du temps, c'est sur du non-contact. La jambe de frappe, parce qu'en général, elle est moins, entre guillemets, on va simplifier, solide que la jambe d'appui, en termes de verrouillage de genoux, mais même des fois en termes de force musculaire. La deuxième chose, c'est quand c'est avec contact, ça arrive très souvent sur les frappes contrées chez nous. C'est-à-dire, la frappe ici, le mec il frappe, le joueur il contre le ballon, ou un ballon entre deux, et avec la partie hyper extension, et donc là, à chaque fois, c'est sur la jambe de frappe. Les filles, sur les croisés, c'est très rarement, c'est beaucoup moins sur les frappes comme ça, c'est très souvent sur de la réception de saut, ou surtout encore plus sur un cutting toute seule. Voilà, elle vient au pressing, il y a le cutting, et le genou il part, et tac, c'est terminé. Réception de saut aussi, on voit très souvent. Voilà, elles vont au duel aérien, un petit peu bouger, réception de saut, tac, tac. Voilà, c'est les pistes qu'il y a. Il n'y a pas de certitude, mais ce sont les pistes. Ce qui est sûr, c'est que tu te blesses plus en défense. Ouais, ok. Et j'avais une deuxième question. Moi, j'entraîne en football à la CBB, en U14. Donc, on a quelques joueurs chez vous pour s'entraîner. Et je voulais savoir si le protocole était le même que celui que vous avez présenté pour les jeunes. Pour les jeunes, non. Pour les jeunes, non. Déjà, sur les promos, alors sur les croisés, il y en a un tous les 2 ans. Chez les garçons, donc forcément c'est du ponctuel. Et c'est pas aussi poussé chez les jeunes, aussi parce qu'on a moins la pression de temps.
Parce que maintenant, clairement, les docs et les shears sont OK pour dire que moins de 15 ans, la reprise, elle ne se fera pas avant 1 an. Ce qui fait que la récupération de tes qualités musculaires ou énergétiques, là où chez les pros, on essaie de pousser pour qu'ils soient sur le terrain en réathlé avec moi à 3 mois. Comme ça, on fait 2 mois et demi de réathlé, 3 mois avant qu'ils retournent au jeu. Chez le petit, tu vas avoir 6 mois de plus. Ce qui fait qu'en général, ça passe à l'as. Après, en général, eux, ils prennent la base commune, c'est-à-dire les hops, les landings, les CMJ, le test ISO, le test effort. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Je sais qu'il y a des protocoles avec de la force max dès le début de la réathlée, de la prise en charge. Est-ce que vous l'avez essayé ou tu as un avis là-dessus sur la force max sur le membre opposé, le membre sain? Sur le membre opposé ou sur le membre sain? Ou les deux? Par exemple, je me suis fait croiser à droite, travailler sur la jambe gauche en force max. Alors ça, clairement, ça ne te pose pas vraiment de problème sur ton contrôle latéral. Après, sur le latéral, au début, c'est compliqué de parler de force max, à proprement parler, parce que vous avez quand même une RM qui est ultra flottante. Je sais pas, Sabine, ce que tu en penses, mais des joueurs sur le renfort, des fois à 10 jours d'intervalle, vous allez gagner 20-30 kilos sur la presse, par exemple. Du coup, sur ta jambe lésée, au départ, en tout cas, on va dire dans les 2-3 premiers mois, c'est compliqué de parler vraiment de force max parce qu'elle est tellement glissante que franchement, tu peux pas parler de vrai RM. Sur le contrôle latéral, ouais. Après, une petite chose, c'est on a de plus en plus de joueurs qui font une vraie période de réduc pré-op avant de se faire opérer sur 3 à 4 semaines. C'est peu. Je sais pas si... Non, je l'avais pas mis là. C'est peu, c'est à peu près 10% des joueurs pros qui attendent 1 mois avant de se faire opérer. Et par contre, on a des retours qui sont excellents. C'est-à-dire qu'à 1 mois et demi post-opération, on est capable de faire des choses... les gars sont quasiment à la reprise de course à 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que le mois que tu perds au départ, tu l'as gagné en 3 mois sur le retour. Et du coup, en termes de travail de force max notamment, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place avec eux rapidement parce qu'ils ont des genoux beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'on a des genoux beaucoup moins réactifs que ceux qui se font opérer direct après l'épisode traumatique. Et là, l'année dernière, on en a eu 3 comme ça, donc c'est vraiment pas beaucoup, 3. Et les 3, c'était pareil, ils avaient des genoux nickel, des genoux secs, indolores, des amplitudes articulaires rapidement très très bonnes. Et du coup, musculairement, on pouvait augmenter très très rapidement les contraintes. Donc, voilà, ça sera peut-être quelque chose, en tout cas dans le sport pro, qui va augmenter rapidement, c'est la partie réduc pré-op. Le seul problème, c'est que derrière, vous avez des managers, des agents, des présidents de clubs qui ne comprennent pas forcément pourquoi il faudrait attendre 3 semaines, 1 mois avant d'opérer, parce que ça leur coûte de l'argent et qui veulent que le gars revienne plus vite. Sauf que le temps que vous perdez, parce que vous ne perdez pas le temps, au départ, il est gagné 10 fois derrière. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Est-ce que vous mettez en place un peu des protocoles avec du travail en chaîne ouverte assez précocement ou pas? Parce que c'est un peu controversé. C'est un peu controversé, oui et non. Ouais, on le met très précocement. Très précocement. Après, c'est un petit peu toujours pareil, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mets aussi comme contrainte, qu'est-ce que tu mets aussi comme charge. Donc sur les premières semaines, clairement, c'est pas moi qui va le prendre en charge, ça va être mes kinés qui vont réintroduire la chaîne ouverte. Mais par contre, on le fait de manière très précoce. Mais après, au début, la chaîne ouverte avec un élastique très très faible sur des petites amplitudes, tu risques pas grand-chose. Mais après, oui, il y a eu pas mal de controverses, mais nous, on le fait de manière précoce. Okay. Même si tu as des comptes rendus post-op de shear
où le chir précise, pas de chaîne ouverte, les kinés. Alors, bien sûr, tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi, mais on a quasiment toujours les mêmes chirs. C'est-à-dire tu as 7-8 chirurgiens, même pas pour le genou, allez, on a 5, 6 qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Ce qui fait que il y en a un par exemple, lui, il aime pas trop l'iso sur les ischios les 6 premières semaines. Parce que tu peux avoir des petits épisodes de ce qu'ils appellent le claquage de l'ischio, post-LCA, qui est souvent plutôt des lâchages d'adhérence, donc qui sont douloureux, qui sont pas très graves. Pour éviter ça, ils préfèrent pas d'iso dans les 6 premières semaines pour les ischios. Là où il y en a d'autres, c'est open bar. Après, l'avantage, c'est qu'on a toujours les mêmes chirurgiens. Ce qui fait que, à force de travailler avec eux, voilà, ils sont moins, pas frileux, mais il y a des choses sur lesquelles ils vont te laisser plus facilement faire. Et après, ça dépend tellement du genou que tu as en face de toi. Il y en a à 6 semaines, tu as presque l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose, et il y en a d'autres, tu es à 6 mois et tu n'arrives toujours pas à faire de la plio une jambe. Et c'est tellement différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que quand nous on a le côté protocole, alors on a fait un guideline pour donner les... Mais si vous regardez sur Internet, il est en libre accès sur notre site, il n'y a jamais de délai. Parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, c'est vraiment incroyable. Donc, on ne parle pas trop de délai. Et c'est comme sur le retour de croisé, hein, tout le monde a en tête les 6 mois chez les pros. Mais quand tu parles avec les chirs et après que tu parles entre doc, kiné, prépa, 6 mois, personne n'est capable de te dire pourquoi ils s'étaient mis d'accord sur 6 mois. Mais tu pourrais très bien faire jouer certains à 4 mois, d'autres à 8 mois, ça dépend qui t'as en face de toi. Par contre, il y a eu pas mal d'études dernièrement qui ont montré qu'à chaque mois que tu as retardé la reprise, tu diminuais de 5% le risque de récidive. Donc c'est-à-dire que si ton gars il est prêt à 6 mois, et par exemple là il y a la coupure d'été, il reprendra la compète dans 2 mois, tu es censé gagner théoriquement 10% de risque de blessure en moins. Voilà. Mais après, c'est pour ça qu'on raisonne plus en termes d'étapes que de temps. À part le début, hein, la ligamentisation, autour de 3 mois où c'est un petit peu plus fragile. Derrière, ton greffon, il évolue jusqu'à 36 mois. Donc entre 6 et 36 mois, ton greffon, il continue d'évoluer. Donc t'as pas de vraie raison pour le signer. Là, surtout le protocole, vous êtes parti du principe qu'il y a eu une opération. Il y a des études qui sortent qui remettent un peu en cause l'efficacité d'une opération, quelle que soit la méthode utilisée. Est-ce que vous avez déjà eu le cas de sportifs qui n'ont pas été opérés, justement, qui n'ont pas eu d'opération Tu as toujours les histoires de chasse. Il y en a toujours 2-3 qui jouent sans leur croiser. Mais ça, au foot, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout le monde se fait opérer. Tout le monde se fait opérer. Il y en a eu 2-3, notamment Réveillère, qui était à Lyon, qui a joué sans son croisé. Mais c'est 2 gars parmi énormément de pros, et c'est un gars qui a pris sa retraite déjà il y a 5-6 ans. Tu vois. Comme Landreau, quand il a repris à 3 mois post-croisé, voilà, on en entend encore parler, parce qu'on a des joueurs qui disent « Moi, à 3 mois, je veux jouer comme Landreau. » Ouais, mais on va voir où est ton genou. Ça peut arriver. Hein. On avait renvoyé un mec à New York... à 3 mois et demi, il était prêt à jouer. Et le gars, tout était parfait. Il s'est fait opérer, le gars, il y a 1 semaine, il marchait quasiment normalement. Il avait déjà eu un croisé de l'autre côté, et quelques années avant, il était extrêmement cortiqué. Du coup, toutes les étapes, il avait bien tout compris, il y avait 0 stress, c'était parfait. Le truc qui arrive quasiment jamais, tu vois. Donc franchement, après, des histoires de chasse, t'en as, mais tu peux pas te baser là-dessus. Clairement, tout le monde se fait opérer, et en plus, il y a eu quand même quelques études, notamment sur la dégénérescence articulaire, donc l'apparition de chondropathie chez les sportifs qui ne se faisaient pas opérer du croisé, qui ont montré que le fait est un peu comme chez les filles. Même si ton genou est stable, il peut y avoir des micro-instabilités liées à l'absence de ton croisé, ou chez les filles, le fait qu'il y a une petite oscillation par microlaxité du croisé qui font que ça va peut-être pas te poser de problème 1 an, 2 ans, 3 ans après, mais que si tu es jeune et que tu as une carrière longue, tu vas avoir une chondropathie qui va se mettre en place. Et nous, on a vu ça chez les footballeuses, chez des jeunes. Donc, les 6 premières années où j'étais à Clermont, j'étais prépa de Juvisy PFC, Paris Football Club, chez les filles. Et on a eu des filles, tout est nickel, mais des petites micro-instabilités de genoux, sauf qu'au fur et à mesure des saisons, tu arrives 6-7 ans plus tard et tu as des chondropathies de genoux
énorme, alors qu'il n'y a jamais eu, rien eu. Et du coup, ça a été montré chez les pros non opérés croisés, chez les sportifs non opérés croisés. Plus de risque de chondropathie à moyen terme. Donc vaut mieux opérer, mais comme vous disiez tout à l'heure, pas trop précocement. Franchement, nous, à chaque fois qu'on les voit, on se dit ouais, c'est incroyable, 3 semaines, 1 mois, ils sont toujours super. Donc après... Bonjour, sur le point 9, simulation de match, que ce soit pour le basket ou le foot, sur la partie gestion du contact, est-ce que vous proposez des situations où le contact est un petit peu non anticipé, imprévu, ou du coup il y a de l'instabilité qui n'était pas connue par l'athlète? Alors, dans le contact, il y a toujours un peu d'incertitude. C'est-à-dire que là, sur la vidéo foot, il y a des périodes où je demande aux joueurs de se tourner pour faire une protection de balle. Parce que pour moi, ça va être plus facile de venir chasser un petit peu son genou, de venir tirer, de mettre de la rotation de hanche, etc. Il n'est pas trop au courant. Après, ils sont pas bêtes, hein. Au bout d'une fois, ils ont compris que la deuxième fois, tu vas venir taquiner le genou et que tu vas venir le mettre en pivot, etc. Mais par contre, il y a toujours de l'incertitude sur comment toi tu défends ou comment toi tu attaques. Sur la partie basket, il ne sait pas si tu vas pousser, là, Julien, le kiné, un coup, il poussait un petit peu haut du corps, il relâchait en reculant un petit peu, ou il pousse un peu genou, ou plus fessier, ou un peu côté. Le joueur, il ne sait pas trop. Après, ça reste faible en termes d'incertitude. Mais il ne sait pas si tu viens de coller à lui au niveau lombaire, si tu viens fessier, si tu viens taquiner un peu le genou, si tu lâches, si c'est une pression constante. En général, on change. C'est rarement la même chose. Pas de pression constante, des petits rebonds, des choses comme ça. Une autre question? Oui. Moi, j'ai juste besoin de savoir comment tu gères les tests sur toute ta batterie de tests, en fait. C'est-à-dire... L'organisation sur la semaine? Non, tu vas voir. Quand tu... Mais par exemple, sur les footeux, tu as pas mal de références. Ouais. Donc, je suppose que quand tu as tes mecs qui viennent, tu as une référence avant la blessure. Pas toujours. Ok. Parce que, en fait, ma question est toute simple. Mais C'est, vous faites des tests, super, mais c'est à quel moment tu définis que ton test n'est pas bon ou moyen et donc tu peux peut-être envisager une reprise mais il y a encore du boulot à faire, ou non, c'est un test qui est vraiment pas bon qui t'empêche de reprendre. On avait vu des études qui disaient par exemple qu'en dessous de 20% ou 25% de récupération de ta VO2 max, c'était un peu ambitieux d'aller sur un terrain, tu augmentais ton risque de blessure. Là, par rapport à tous les tests que tu mets en place, est-ce que tu as cette zone un peu où tu te dis non, là je peux pas parce que... Et donc c'était ça aussi ma question, c'est quoi ta référence en fait? Alors, en fonction des tests des joueurs. Donc, si on a des références, en fonction du niveau ou du club, là c'est facile, on prend la ref. On part par contre du principe de la littérature où on tend vers le 0% de différence entre contrôle latéral et blessé. Sachant que d'un point de vue purement sportif, on est d'accord que le 0, il n'est pas pertinent. Tu as toujours une jambe de préférence, une jambe de saut, une jambe de réception, on est d'accord. Mais en termes de réduc réathlé, on veut tendre vers le 0. Et après, voilà, s'il reprend ses 5, 6, 7% de différence qui est spécifique à sa pratique, c'est plus de notre ressort. Le but, c'est d'essayer de le mettre dans la meilleure situation. Donc, dans tous les cas, on tend vers le 0. Au-dessus de 10%, ça affiche orange. 20%, c'est rouge. Donc on part là-dessus. Souvent dans la littérature, tu trouves 10%, on est bon en dessous de 10%. Par exemple, avant, ISO, croisier, c'était 16%. Maintenant, ils ont révisé un peu, 10%. Voilà. Donc 10%, ça commence à être moyen quand c'est en dessous, vert entre 0 et 10. Après, les références. Si on a des références avant blessure, on va pouvoir se caler un petit peu dessus. Mais, tu vois, par exemple, les tests ISO avant blessure, régulièrement, on nous dit tiens, voilà, tu as tes références. Ouais, mais du coup, il se blesse après. Du coup, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une référence sur laquelle il s'est pété juste après? Donc on se dit, ok, bon, peut-être pas. Donc après, en fonction du contexte, soit on utilise le contrôle latéral, au niveau musculaire ou au niveau des squat jump, des landings, etc., pour comparer notre jambe lésée. Si on a des données d'avant-blessure fiables, on utilise celle-ci. Si on a des données de club ou de la littérature, on utilise celle-là. Et après, des fois, quand on n'en a pas, et des fois, tu as une ref biblio, mais tu te rends compte que c'est un pays moyen
Ouais. dans Mais ta c'est aussi- discipline, donc ça reste une limite. Et Sur- après, c'est une photographie à un moment T. Tu vois. Ouais, c'est sûr ça. que Parce c'est que surtout limite, ce qui est unilatéral, bien sûr. Mais par exemple, toi, je pensais au T-test ou Ouais. à ton test de curl. C'est quelle est ta référence en fait? Parce que peut-être que Sur- tu as des mecs qui n'ont jamais fait ce test en fait Sur avant. le T-test et curve, tu as des abacs. Tu vois, notamment le curve, c'est les Espagnols. C'est un gars de Séville qui l'a créé pour les footballeurs. Et il a donné des références de joueurs pro. Ils ont fait passer des joueurs pro dessus. Et du coup, on se réfère à des joueurs pro non blessés pour la donner. Donc c'est informatif, Ouais. quoi. C'est pas, ça va pas être ça qui va te dire tu peux reprendre ou ne Non. pas reprendre. Non, c'est Ok. informatif. Et après, il y a le côté qualitatif qui amène beaucoup. Et après, dans notre scoring, c'est là où, je ne sais pas si vous connaissez Castart par exemple, où ils ont un scoring purement mathématique, et encore purement mathématique, quand tu parles avec Greg Vin qui l'a créé, en fait, ils ont donné de manière subjective des points. Par exemple, l'ISO, c'est 1.2 d'importance. Le Optest, c'est 1.5. Ça, c'est assez subjectif. Mais tu as un score sur 100. Voilà. Par contre, le qualitatif, il est vraiment sous-estimé là-dessus. Nous, on a dit, vas-y, parce qu'on travaillait avec eux avant sur les retours, on a dit, nous basta le chiffre, même s'il y en a certains docs, même ils aiment bien, même chez nous, il y en a un qui aime bien le chiffre. Il dit, basta le chiffre, nous, on va mettre des feux, mais on veut que le qualitatif, il soit plus mis en avant. C'est pas grave, c'est une limite, on le sait. Peut-être que le gars, il sera... Enfin, peut-être que des fois, il aurait mérité d'être en vert, mais on va mettre orange. Parce qu'avec les kinés, on s'est dit, attends, là, quand on regarde la vidéo, quand on regarde les GRF, il n'y a pas de flexion, il y a des compensations posturales. Là, c'est orange. C'est un petit peu subjectif, mais ça fait partie de nos choix et des limites qu'on a pris. Enfin, des choix qu'on a fait. Et qu'on a fait là-dessus. quand c'est rouge, par exemple, là tu parlais du test ISO ou du certain test, tu as plus de 10%, c'est un non absolu à la reprise, ou c'est juste, vous balancez votre, tu sais, ton bilan, et après le club, en fait, il en fait ce qu'il veut. Non, on se positionne. Notre directeur, il a tendance à dire on est la Suisse du football. Donc on peut se positionner sur ce genre de choses. On se positionne, après, au club de respecter au-dessus de nos préconisations. Des fois, ils s'en foutent. Des fois, ils suivent à la lettre. Après, quand on met un rouge, c'est vraiment que pour nous, il y a un vrai risque. L'année dernière, un joueur international espoir, le gars nickel de partout. Par contre, les landings, vraiment tout pourri. Il n'y a pas de flexion de genou. Par contre, quand il est sur le terrain, le gars au GPS, il tapait 35 km/h, donc il fait partie des 10 plus rapides en Europe. Il avait retrouvé. Il faisait 35 km/h, 34,5, 34,5, 34,7 sur tous les springs. Enfin, tout était OK. Mais par contre, toutes ces réceptions de saut, elles n'étaient pas bonnes. Et là, on a mis un rouge et on a préconisé au club. On a dit, il est prêt au niveau physio. Mais par contre, on ne peut pas le laisser retourner avec ça sur le terrain parce que pour nous, ça nous paraît trop important. Bon, ils ont pris 3 semaines avant de le remettre dedans. Il y a d'autres clubs où on dit, là, pour nous, qualitativement, c'est pas génial, mais les chiffres sont bons. Et quand ils retournent au club, ils disent, c'est bon, c'est parti, t'es prêt à jouer. Donc après, ça, j'ai envie de te dire, ils nous suivent pas. Après, on a tendance à être plus... tu vas pas mettre du vert pour mettre du vert et dire faut repartir. On a tendance à être un petit peu, s'il y a du qualitatif qui n'est pas génial sur le côté sécurité, on met pas, tu vois. On a tendance à mettre un petit orange. Au moins pour souligner le fait que, attention, il peut, tu vois, là il reprend, mais il a un vrai travail complémentaire à faire sur la flexion de genou, le contrôle encore de l'oscillation et l'hypotonie du tronc. Donc voilà, souvent c'est plutôt ça. C'est rare qu'on ça soit vert et après forcément il y a des limites, hein, comme tout. Et juste comme ça, c'est quoi la moyenne de durée là sur les reprises? Sur nos 12 joueurs, j'ai dit 8 en moins de 3 semaines. Il y en a un qui a eu le Covid, celui qui était très bien, il a eu le Covid, il a rejoué après 2 mois. Mais à 4 mois, il part en sélection à la CAN. Il y en a un qui s'est fait une lésion droit fémoral 2 semaines après la reprise. Donc là, sûrement un souci lié à la charge de travail entre le passage de chez nous et la reprise groupe. Tac, tac, tac. Et les 2 autres, il y en a un qui a repris 2 mois, qui a arrêté pubalgie. Et le dernier championnat fini à l'étranger, pays du Balkan.
les Balkans. Championnat terminé, du coup, il a repris le premier match de championnat après. Donc en gros, 3 mois quoi, après l'RTP. Donc ça, c'est après ta prise en charge, Ouais, en fait. après le RTP. Mais Sachant que sur le RTP, il y a des joueurs, c'est pas forcément que des joueurs qu'on a eu. C'est-à-dire que les chirs peuvent demander tel joueur, vous ne connaissez pas, mais on veut un point de 3 jours ou d'une semaine sur lui et basta. Ça, c'est les 12 qu'on a eu et qu'on a suivi sur l'année qui vient de passer. Bon, on va s'arrêter là. Merci, Avec Geoffrey.